Hello, bonsoir à tous. Bonsoir pour ce nouvel épisode du Hub en ce lundi 13 novembre. On est le 13 novembre? Oui, on est le 13 novembre. En ce lundi 13 novembre, 18h30 précise, pour parler cybersécurité. On a déjà fait 2 épisodes que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Le dernier en date, c'était cybersécurité et objets connectés de mémoire. On l'avait fait cette année, je crois aussi. Mais cette fois-ci, on va se focus un peu plus sur les cyberattaques, les différents types de cyberattaques. On va voir les plus connus, on va pas toutes les faire. On va voir comment s'en prémunir. Et la deuxième partie, on va plutôt parler d'intelligence artificielle. On va voir que l'intelligence artificielle est au service à la fois de la cybersécurité et à la fois aussi de la cybercriminalité. Pour ça, comme d'habitude, nous avons 2 invités que je vous présente tout de suite. Nous avons Wojtek Sochaki et avec nous, Séverine, que vous connaissez déjà peut-être, Séverine Beignet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Séverine, je commence par toi. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Séverine Beignet, je suis étudiante en M2 cybersécurité et cloud et je suis ambassadrice de l'EFRAY. Bienvenue Séverine. Merci. Du coup, Wojtek Sochaki, je suis alumni du coup promo 2020. Je suis actuellement analyste SOC CERT dans une entreprise du luxe français. Et, on a le droit de dire le nom ou pas? Non. On va éviter. Ok. Ouais. Et tu m'as dit nos promo 2020 et tu avais fait quoi comme majeur? J'étais en majeur cybersécurité. Je crois que c'était à l'époque, en fait, il n'y en avait qu'une. Et je pense qu'on était la première officiellement à s'appeler comme ça. Ok. Et après, ça a pas mal évolué. Maintenant, il y en a 2 avec des spécialités un peu plus restreintes. Elle était un peu générique. Ok. Ouais. Ah, et les 2 aujourd'hui, les deux majeurs sont les mêmes? C'est juste 2 classes différentes ou non? Il y a vraiment une... Non, il y en a même... Il y en a 3. Peut-être même 3. Ah oui, 3 ok. majeurs. J'ai D'accord. raté une, ouais. Ok. C'est ça, j'ai perdu le compte. Très bien. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par voir les différents types de cyberattaques, qu'on en parle ensemble, j'ai une question pour vous. Wojtek, cette fois-ci, je commence par toi. C'est quoi le cybercrime qui t'a le plus marqué? Et dans le chat, n'hésitez pas à nous dire aussi le cybercrime, vous, qui vous a le plus marqué, que vous connaissez. Comme ça, on pourra rebondir dessus et voir si Séverine et Wojtek connaissent. Vas-y, je t'en prie. Ok, du coup, pour moi, il y en a plusieurs qui sont sympas, mais je vais vous en parler dans un en particulier. C'est l'attaque WannaCry qui a eu lieu en 2017. Elle est intéressante parce qu'il y a eu à peu près 200 à 300 000 machines qui ont été infectées et ça a été rendu possible suite à une précédente attaque. C'est des groupes un groupe de cybercriminels qui a réussi à pirater la NSA, qui a réussi à exfiltrer certains de leurs outils d'attaque justement, et notamment un qui profitait d'une faille qui s'appelait Eternal Blue. Ils ont rendu ça public après avoir échoué à essayer de la vendre. Et suite à ça, quelques temps plus tard, vraiment très peu de temps plus tard, des groupes criminels se sont servis de ces outils et ont pu du coup infecter toutes les machines. Et en plus, ce qui était particulier dans cette attaque, c'est que dès qu'une machine était infectée, elle pouvait contaminer d'autres machines automatiquement. Oui, en donc mode ça, c'est assez puissant. Réaction en chaîne, quoi. C'est ça, ouais, ça s'appelle un ver, Ok. worm en anglais, voilà. Et donc elle était vraiment... ouais. Et avec le plus d'impact, je ne sais plus combien de milliards de dégâts, donc vraiment assez impressionnant. Et du coup, c'était en 2017, donc assez récemment, j'étais encore étudiant à l'EFRAY à ce moment-là. Ah, je crois que je l'ai vu, c'est pas une des attaques les plus impactantes. Enfin, à l'époque, en 2017, quand c'est arrivé, c'était genre le truc la plus... Ok, j'ai vu passer. Ouais. Et donc, tout le système, par exemple, de santé anglais a été affecté. Et voilà, donc c'est allé vraiment très très vite. En une journée, 100 000 machines infectées. Et, voilà. Et ce qui a permis aussi de stopper l'attaque, ça aussi c'était intéressant, c'est la présence d'un kill switch. Donc c'est une sorte d'interrupteur d'urgence dans le code, où un chercheur, du coup, je crois anglais, a repéré, du coup, après avoir récupéré la souche du virus, a fait de la rétro-ingénierie dessus et a du coup constaté la présence d'un nom de domaine qu'il a enregistré. Et le fait d'avoir enregistré ce nom de domaine, ça a permis de stopper l'attaque parce que c'était justement... Au début, il ne le savait pas. D'ailleurs, il l'a dit après sur Twitter et tout ça.
que c'était un peu par hasard pour un peu... Il sentait qu'il y avait quelque chose à faire, mais il ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Et finalement, ça a stoppé l'attaque. Voilà. En tout cas, la première vague. Très bien. Est-ce que vous connaissez Stuxnet? Alors, je ne sais pas comment ça se dit, Stuxnet. Stuxnet, ouais. Ouais, il y a Michel Gazelle, justement, qui... C'est ça, hein, Michel Gazelle, parce que je ne vois pas très bien sur mon écran. Il dit que c'est le... C'est la... Je vais y arriver. Le cybercrime qui lui a le plus marqué. Stuxnet. Tu connais, toi, Séverine? Un petit peu. Ouais. Dis-nous, du coup, la tienne. C'est quoi qui t'a le plus marqué? Moi, je pense que le cybercrime qui m'a le plus marqué, c'est un mail de phishing qui a été envoyé en mai-juin dernier. Et l'objet du mail, c'était un client m'a demandé de vous tuer. Donc déjà, ça pose les bases. Et en fait, dans le mail, il y a un certain ange de la mort qui prétend avoir des informations sur vous, sur vos habitudes, vos trajets, etc. Mais il vous fait une proposition. Il vous dit qu'en échange d'une certaine somme d'argent assez conséquente, il peut non seulement annuler ce contrat, mais en plus dénoncer, enfin vous annoncer le nom de la personne qui a commandité l'acte de vous tuer. Énorme. Donc ça, c'était assez... Et toi, tu l'as reçu personnellement? Non, pas moi. Okay. Non. Tu l'as J'ai vu passer sur le... Ouais. Ouais, ok. Mais c'est ouf de se dire que ça paraît énorme quand tu reçois un truc comme ça. Ah oui. Mais ça marche. Ça effraie des gens, ouais. Ok, incroyable. Eh bien, c'est parti. On peut passer à la première partie de ce live, quand le cybercrime devient cyber. Alors, avant de voir les différents types de cybercriminalité qui existent, sans rentrer dans tout ce qui existe, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je propose, Séverine, que tu nous donnes une définition de ce que c'est la cybercriminalité. Alors la cybercriminalité, c'est le fait de commettre un crime en utilisant Internet, des ordinateurs ou toute autre technologie numérique. Ça peut être une usurpation d'identité, par exemple, un vol de données personnelles, ou même un mail de phishing, comme on vient d'en parler. Et ce qui est important de noter, c'est que les attaquants, les cybercriminels, du coup, ont différentes motivations. Ça peut être pour le gain d'argent, donc en revendant vos coordonnées, vos données bancaires, par exemple, ou pour des motivations plus personnelles ou politiques, pour s'attaquer à une certaine entreprise en particulier, par exemple. Ouais. Et puis ça peut même être très ciblé. Si on n'aime pas quelqu'un, voilà, c'est ça. On le prend en grappe, quoi. Alors, voyons voir les différents types de cybercriminalité. Je vous propose qu'on commence par rançon logiciel et pas rançon logiciel. À chaque fois, je me gourre. Alors déjà, il faut savoir qu'un rançon logiciel, dites-moi si je me trompe, c'est un logiciel malveillant ou virus qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à nos fichiers dans l'ordinateur. Et les responsables vont, comme tu disais, Séverine, vont réclamer à la victime le paiement d'une rançon pour pouvoir récupérer, pour pouvoir pas débloquer, mais pour obtenir de nouveau l'accès au fichier ou à l'ordinateur. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Séverine, comment notre ordinateur il peut être contaminé? Alors, notre ordinateur il peut être contaminé de plusieurs manières, notamment par des logiciels malveillants ou des virus, comme en parlait Wojtek juste avant. Par exemple, notamment, on est tous amenés à télécharger des logiciels sur nos ordinateurs. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on nous conseille de télécharger le logiciel directement depuis le site de l'éditeur, quand on peut, en tout cas. Ça évite notamment de télécharger un logiciel malveillant en limitant les risques. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait des cybergangs, on appelle ça des cybergangs. D'ailleurs, le cybercrime qui t'a le plus marqué, dont tu nous as parlé en intro tout à l'heure, c'est un cybergang connu qui l'a fait ou pas du tout? Je crois pas particulièrement. Enfin, pour WannaCry, je me souviens même plus vraiment qui l'a... Non. Il n'y a pas un gang qui a été reconnu pour cette truc. Ok. Et donc, je suis tombée sur un cybergang c'est des gangs qui sont reconnus dans le milieu. J'ai trouvé ça assez ouf. Et il y a notamment le gang Reveal qui a été élu, selon le rapport d'IBM Secure X-Force, comme le groupe de criminels le plus redoutable en matière de rançon logiciel, justement, en étant responsable de 29% des cyberattaques en 2020. Ces 29% de cyberattaques, ça quand même représente 123 millions de dollars de bénéfices en 2020.
et 21,6 téraoctets de données. Donc c'est quand même assez énorme. Bien J'ai sûr. fait mes recherches un petit peu. Bon, il en existe plein des cybergangs. Ce gang-là, notamment, il semble mort. J'ai l'impression qu'il y a eu... Enfin, c'est pas, j'ai C'est ce que l'impression, j'allais c'est dire que... parce que justement, on n'en entend plus trop parler Ouais. dernièrement. Bah, il y a Il y en a des d'autres qui ont pris interpellations. qui a pris la place. Mais c'est possible, effectivement. En fait, c'est très difficile aussi d'attribuer une attaque à un tel ou tel gang. Enfin, dans le cas d'un ransomware, c'est plutôt du coup rançongiciel, c'est plutôt facile parce qu'en fait, ils signent et globalement, on discute avec eux. Mais ouais, pour Revil, j'avoue que j'en ai plus vu depuis un petit moment. De personnes du gang de Reveal, tu veux dire? Ouais, enfin plutôt d'attaques signées. Ok. Du coup, Oui, parce que j'ai vu qu'il y en a, des fois, ils le revendiquaient clairement. hein. Exactement, Mm, c'est mm. ça. En fait, en fait, on va le voir tout de suite parce que sur la page, en fait, c'est comment notre ordinateur va être chiffré, on va avoir une demande de rançon et on saura très vite par quel ransomware on a été du coup attaqué et Oui. chiffré et avec quel finalement groupe criminel on est en discussion pour la phase négociation et tout ça pour réobtenir l'accès au fichier. Donc oui, on saura assez vite qui est derrière tout ça. Mm, mm. Ils s'en cachent pas, au contraire, ils en sont plutôt fiers. Ils ont des sites vitrines aussi sur lesquels Ouais, c'est ils assez font la ouf, ça. pub, ouais, C'est incroyable. que l'attaque a été réussie et tout ça. Et c'est pas une façon aussi de mettre la pression sur les entreprises parce qu'ils mettent un compte à rebours, par exemple, que dans quelques temps, ils vont Ah ouais, il y a une leaker, attaque. voilà, il y a eu une attaque et qu'ils vont diffuser maintenant les données qu'ils ont exfiltrées. Ah oui, ok. C'est ok. ça. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux phases qui sont importantes dans une attaque par rançongiciel. C'est la phase où ils vont chiffrer les données, où après ils vont demander une rançon. Mais c'est aussi la phase où ils exfiltrent les données pour après en plus menacer l'entreprise. Hmm. Ouais. Voilà. Ah bah justement, sur Sur ce l'histoire. gang-là de Reveal, j'ai Ouais. vu, il y a eu 14 interpellations en 2022. D'accord. Mais les leaders, Ah oui, ils donc là, semblent c'est toujours... terminé globalement. Bah ouais, mais Enfin, en tout cas, apparemment, une les leaders partie. n'ont pas été pris. Ah, ok. Donc, il va sûrement y avoir un nouveau gang Oui. ou que sais-je. Bref, Wojtek, toi, est-ce que tu as déjà eu affaire de près ou de loin à ce genre de cybercrime? Bah, disons, par chance, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, on n'a pas eu de déploiement de ransomware chez nous. Donc ça c'est important parce que globalement c'est la menace contre laquelle on essaye de se prémunir le plus possible et c'est pour ça qu'il y a des équipes de sécurité, etc. Par contre, en fait, on est attaqué par les entreprises sont attaquées par des groupes opportunistes la plupart du temps qui derrière, si on laisse l'infection se répandre, etc., ça va probablement donner à une attaque par ransomware en fin de chaîne. Mais ça ne va pas être directement le ransomware qui va être envoyé par email, par exemple. Dans le cadre de campagnes de phishing, on va essayer de détecter du coup ces mails qui sont malveillants, etc. Donc, si on laisse traîner, on va dire, les infections, oui, probablement, derrière, au bout d'un moment, un rançongiciel va apparaître. Donc, ça veut dire que genre les rançongiciels, ils peuvent apparaître à travers des mails bien sûr. de phishing ou alors... À travers tous les vecteurs qu'on peut imaginer. On peut imaginer une infection initiale d'une machine par une clé USB, par énormément de vecteurs. Et donc, si on parle du montant des rançons qui sont demandées quand on a affaire justement à un rançon... à ce cybercrime-là. Selon le rapport d'OpenText, donc c'est une entreprise canadienne qui est spécialisée dans la gestion sécurisée de l'information, fin 2018, ils mettaient le paiement de moyens de la rançon environ, je vous arrondis, je vous dis pas à l'euro près, 6700 $, pardon. Au cours des 12 mois suivants, on parle de 84 000 $. Fin 2020, on parle de 154 000 $. Un an plus tard, fin 2021, ça atteignait 322 000. Oui, c'est ça, 322 000 $. C'est les chiffres ou des rançons obtenues? Non. Des rançons demandées. Demandées. Ouais, enfin c'est le paiement moyen, de la rançon. Ok. Et donc voilà. Donc de plus en plus gourmand. Ouais, exactement. Tant qu'à faire. Oui. Et alors moi quand j'ai vu ça, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi les entreprises, elles paient? En fait, finalement, quand il y a un peu bêtement, moi j'ai pensé au kidnapping. En général, on dit oui, il faut jamais suivre la stratégie du criminel. Vraiment, et là, on paie. Ce parallèle est bien. Et dans l'ensemble, c'est ce que les agences finalement de sécurité reconnues
recommande de ne pas payer parce qu'on encourage finalement le crime quelque part. Si personne payait, il y aurait peut-être plus de rançon logicielle. Mais la vérité en entreprise, c'est que le fait que tous nos systèmes sont chiffrés, ça entraîne que la production s'arrête d'un coup brutalement, c'est la panique. Bien sûr, il y a des communiqués de presse, etc. L'image en prend un coup et on a envie de redémarrer le plus tôt possible. Alors, si on estime qu'on a suffisamment de sauvegardes disponibles et qu'on peut tout restaurer en un week-end, idéalement, parce que souvent une attaque comme ça va arriver en fin de semaine, justement, quand les personnes sont plus là et tout ça, et que c'est plus facile d'opérer quand il n'y a plus personne devant l'ordinateur. Donc voilà, c'est ça, on paye parce qu'on a envie que l'attaque s'arrête le plus vite possible, qu'on repasse plus vite possible à une situation normale de production et qu'on espère retrouver nos données dans le cadre, si on n'a pas de sauvegarde disponible, si elles ont elles-mêmes été chiffrées par les attaquants qui, du coup, ont fait leur repérage au préalable. Mais on n'a aucune garantie sur le fait qu'on va retrouver nos datas. Ça, c'est fou quand même. Ça, voilà. Mais globalement, ces groupes criminels sont, on va dire, sont sérieux finalement parce que si ça se sait qu'on ne retrouve pas l'état initial, entre guillemets, plus personne paiera. Donc ils ont besoin d'être sérieux et d'apporter de la confiance finalement dans pour pouvoir continuer et perpétuer le crime. Exactement, c'est ça. T'avais confiance, toi, Séverine, de ces montants-là ou... C'est vrai que c'est assez impressionnant et d'année en année, ils n'hésitent pas à bien monter leur prix. Mais ouais, c'est vrai que c'est... Alors, ouais, après, monter leur prix, moi, je ne sais pas exactement à quel point c'est la demande de rançon qui est vraiment plus élevée. Par exemple, pour WannaCry, ils demandaient, je crois, $300 par machine. Donc, la somme payée va augmenter si le nombre de machines est grand. Donc, peut-être que c'est aussi lié à ça. Peut-être les données récupérées sont plus sensibles. C'est ça. Il y a peut-être... Il y a de ça, ouais, voilà, je pense. Et, parce que justement, WannaCry, c'est un peu opportuniste. Mais après, pour une attaque ciblée, en général, les groupes de criminels vont se renseigner vraiment sur qui est-ce qu'ils attaquent. Ils vont regarder la valeur boursière et en fonction de ça, ils vont déduire un pourcentage de ce qu'ils veulent, tout simplement. Et c'est souvent des sommes, en fait, même si c'est des millions de dollars, c'est négligeable pour ces entreprises qui gagnent beaucoup plus, finalement. Oui, carrément. Et donc, ils incitent à payer. Et en plus, il y a une phase de négociation où on peut diviser le prix par... pas mal, parce que finalement, 1 million ou 2 pour les attaquants, c'est mieux que 0. Donc, stratégie du business. Voilà, on vous en parle en cours des montants des rançons, des trucs comme ça, ou pas du tout? Pas spécialement. Après, on est au courant quand on fait sa veille cyber en regardant sur les réseaux, les actualités, etc. Mais, oui, en général, ça apparaît bien dans les titres. C'est un peu le truc qui va faire cliquer, quoi. Alors, il faut savoir aussi que les cybercriminels, ils sont plutôt innovants, puisque vous connaissez déjà peut-être les termes de plateforme as a service ou encore software as a service. Je vous annonce, moi je ne le savais pas en tout cas, que maintenant il existe rançongiciel as a service. Séverine, est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Pas forcément logiciel as a service, mais moi je sais que j'avais appris à l'EFRES, je ne sais plus si c'était en M1 ou en M2, mais justement les termes de plateforme as a service, ça veut dire quoi? Logiciel as a service, ça veut dire quoi? Oui, et puis le terme rançongiciel as a service, je crois que c'est pas si vieux que ça. C'est récent, c'est assez récent. Et c'est vrai que tout est fait pour être un business, en fait. Ouais, carrément. Eh ben, je commence la définition et Wojtek, je te propose que tu la complètes. Oui, ça va. Alors, c'est un nouveau modèle commercial pour les cybercriminels. Et en fait, en tant que client, on peut louer des services au lieu de les posséder et de les faire soi-même. Et donc, ça permet de mener des attaques par rançon logicielle alors qu'on n'a pas forcément de connaissances. Ouais. Est-ce que tu peux compléter? Oui, tout à fait. Ou rectifier si je me suis trompée. Je te permets. Non, c'était très bien. C'était très bien. Non, globalement, ce que je voulais dire, c'est que... et justement, on le voyait à l'écran, là, il y avait un petit schéma, c'était pas mal, sur le fait que la menace se professionnalise, enfin les attaquants se professionnalisent, et maintenant, chaque petit groupe a sa spécialité. Et là, donc du coup, par exemple, en haut à gauche, on voit les access brokers, c'est vraiment un groupe de criminels qui va d'abord faire la compromission initiale d'un poste dans une entreprise,
et qui va potentiellement vouloir revendre ses accès, du coup, après avoir deviné les mots de passe des comptes qui sont présents sur ordinateur, etc. Ils vont tenter de revendre ça sur le Darknet à d'autres groupes qui sont du coup plus spécialisés sur la phase de mouvement latéral, donc du coup de déplacement d'un asset d'une machine à l'ensemble du coup du parc, dans le but de le contrôler et de contrôler toutes les machines. Et ensuite, du coup, c'est ces groupes-là qui vont louer finalement... parce que c'est très compliqué finalement de développer un ransomware. Et il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances, faut toute une plateforme justement de gestion du chat, de négociation, de paiement, le fait que ça soit, on va dire, un peu anonyme et tout ça, il ne faut pas qu'on les retrouve. Et globalement, ils vont déployer le ransomware, du coup, le rançongiciel, du coup, d'un groupe connu. Ça pouvait être Revil, ça pourrait être Logbit un peu plus récemment. Et donc, pour la phase de négociation et de rançon, ça va être ce groupe, le fournisseur du rançongiciel, du coup, qui va gérer la négociation, essayer de récupérer du coup de l'argent de la part des entreprises compromises, et qui derrière va reverser une partie à l'attaquant qui a fait l'étape intermédiaire de compromission du parc. Okay. Donc, il y a vraiment... Là, ici, il y a 3 acteurs. Et du coup, c'est, juste pour te couper, du coup, l'attaquant, c'est celui qui n'a pas de connaissances. C'est celui qui n'a pas fait, ou c'est le... Il faut quand même des connaissances dans toutes les étapes, mais on va dire qu'il est spécialisé dans un type de phase, finalement, parce que si on prend une attaque informatique, il y aura, je ne sais pas, 7 phases, 8 phases. On va partir de la reconnaissance, par exemple. On va essayer de regarder toutes les machines qui sont exposées, est-ce qu'il y a des vulnérabilités, etc. On va essayer d'envoyer peut-être un mail de phishing à un moment, pour compromettre un premier poste. Là, ça va être vraiment la initial access, la phase d'accès initial finalement dans l'entreprise. Maintenant, on a une patte qu'on contrôle, une machine de quelqu'un de la compta ou quelque chose comme ça, qui a cliqué sur un mail et tout ça, donc on contrôle sa machine. Et là, soit on continue l'attaque, soit on passe la main finalement à un autre groupe en revendant déjà le fait de pouvoir faire ce qu'on veut sur ce poste. Et à partir de là, l'attaquant va... soit il passe la main, soit il continue parce qu'il est très bon dans tous les domaines. Mais justement, moi je pense qu'il y a pas mal de... Le business se développe de ce côté-là. Il y a vraiment... Les groupes d'attaquants sont comme des entreprises qui font leurs heures d'ailleurs comme un travail normal et tout ça. Et ils sont spécialisés du coup parce qu'il faut spécialiser de plus en plus. C'est de plus en plus dur la cyber et tout ça. Et donc ils revendent leur accès à un autre groupe. Le deuxième groupe prend la main et maintenant essaye de compromettre à partir de cette machine qui contrôle, sans se faire repérer, bien sûr c'est là tout le jeu, essayer de compromettre, je sais pas moi, les 15 000 machines de l'entreprise. Le but c'est de les contrôler toutes avant de déployer le ransomware pour que d'un coup toutes les machines soient chiffrées et qu'il n'y ait pas de possibilité de se dire ah ok c'était qu'une machine, c'est pas grave, on paye pas, on contrôle tout le reste et tout ça. Donc, et là ce qui est vraiment intéressant dans le ransomware as a service finalement, c'est qu'on n'a pas besoin de développer le rançongiciel, on n'a pas besoin de gérer la phase de négociation, où on prend des risques peut-être à se faire repérer parce qu'on peut suivre un peu les communications, d'où elles viennent, de quel pays. En général, ce sont des pays où les lois sont plutôt permissives, voire il y a des collusions, voire je sais pas. Parce que dans certains pays, ça peut être légal. Disons que on attribue souvent, et je pense que la plupart des groupes finalement qui sont derrière les rançongiciels sont plutôt du côté russe ou Chine. La majorité, on va dire... le gang Revil, c'était russophobe, c'est ça qu'on dit? Non, pas du tout. Russophone. Russophone, oui. Fun. Plutôt fun. Voilà, qui parlaient russe entre eux, voilà. D'ailleurs, il y a eu un autre truc aussi intéressant récemment. Je me souviens plus c'est dans quel groupe, mais c'était la moitié des gens étaient russes et l'autre moitié ukrainiens. Et du coup, pendant le conflit, il y a eu une bataille interne à un moment et ça a fait beaucoup de bruit parce que le groupe avait officiellement pris parti pour les Russes et la partie ukrainienne a commencé à contre-attaquer en interne dans le groupe. Donc il y a eu un peu de désordre comme ça. Donc, un peu de ils sont russophones, mais c'était assez drôle. Mais et du coup, c'est sorti sur Internet où finalement, même entre eux, ils s'attaquaient à moitié. Donc à un moment, ils se sont calmés, mais c'est ça. Très bien. Eh ben, passons au deuxième type. Il y a aussi l'hameçonnage, ou le phishing, on dit en anglais. Phishing, c'est ça? Oui. Phishing.
Alors, l'hameçonnage, ça consiste à envoyer un mail pour... D'ailleurs, le cybercrime dont tu nous as parlé en intro, c'était du phishing, tout à fait. Phishing. Donc, ça consiste à envoyer un mail pour obtenir du destinataire soit ses coordonnées, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, finalement je fais que répéter, ses coordonnées bancaires ou ses identifiants, par exemple ça peut être d'un système financier ou autre, et l'objectif toujours et encore c'est de lui dérober de l'argent. Et là ce qui est intéressant de dire c'est que l'enjeu c'est de se faire finalement passer pour des grands groupes ou des grandes institutions, et donc du coup de réutiliser les logos, la charte graphique de ces entreprises-là pour que ce soit le plus vrai possible. Séverine, du coup, est-ce que tu as déjà été victime, toi, d'hameçonnage ? Alors, je pense que nous tous, on a tous reçu des mails du type, par exemple, félicitations, vous avez gagné un iPhone 15, ou alors le fameux remboursement de l'assurance maladie. Et évidemment, pour bénéficier de ce remboursement, il faut saisir ses informations personnelles. Carrément. La question, ou alors... est-ce que tu as cliqué ? Ah non, je n'ai pas cliqué. Ou alors il y avait le truc aussi pendant un moment vous savez le compte CPF. Ah oui. Ça c'était énorme aussi. Enfin ça y est encore même. Ça tournait beaucoup. Ouais. Ils ont fait une loi dédiée, je crois, pour interdire la démarche commerciale par les entreprises justement qui fournissaient soi-disant des formations à CPF. Je crois que c'est interdit maintenant de faire. Ouais. Okay. Parce que c'est trop présent. Et donc ouais, t'as déjà été victime d'hameçonnage et plutôt plein de fois, de ce que je comprends. Ouais, pas mal de fois. Et puis pendant mon stage, j'ai fait un stage où j'ai été en immersion dans la cellule de réponse à incident, et du coup, c'était eux qui traitaient les mails que les collaborateurs jugeaient comme pas normal. Donc j'ai cliqué sur le bouton alerte et ça atterrissait dans cette équipe-là. Et il y a un collaborateur qui m'a dit que les mails de phishing sur DocuSign, c'est très 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 bien fait. Et même lui... c'est quoi DocuSign ? DocuSign, c'est une plateforme qui permet de signer des documents en ligne. Ah ok. Et c'est vrai que ces mails de phishing étaient tellement bien faits que même lui qui a l'habitude de traiter ce genre de choses, il avait du mal à savoir si c'était un vrai mail ou pas. Ouais, aujourd'hui, on voit des fois, il y a des fautes d'orthographe, etc. Mais c'est vrai que des fois, mais maintenant, c'est plus trop le cas, les fautes d'orthographe. Oui, c'est un peu moins, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des périodes un peu particulières. C'est ça qui est intéressant aussi dans le phishing, je trouve. C'est qu'il va connaître des pics à différents moments de l'année. Et notamment, par exemple, j'ai pris un exemple. C'est les cybercriminalités, ils aiment frapper durant la période des impôts. Donc, on va recevoir beaucoup de mails qui imitent les impôts. Et il y a un rapport d'OpenText encore, c'est le même rapport d'ailleurs, qui montre les 5 marques les plus ciblées en 2022. On avait Facebook, Google et Apple. Si on peut mettre, on avait le top 10 sur l'asset que j'ai cherché sur les 5 marques les plus ciblées en 2022. Et bref, c'est pas grave. Et donc, il y avait Facebook qui a 14,9%. Google à 12,9% et Apple à 10%. Et donc, si je prends un chiffre pour l'interpréter, c'est qu'en gros, donc, en 2022, 14,9% des attaques détectées imitaient Facebook. Donc, c'est un peu genre les plateformes qu'on utilise tous au quotidien. Il y avait aussi Instagram dans le top 10. Ah bah, je l'ai moi. Ah bah voilà, parfait. Donc, il y avait Facebook, Google, Apple, Instagram, Microsoft, PayPal. Netflix aussi. J'ai jamais vu par rapport à Netflix. Donc voilà. Donc on a vu rançongiciel, hameçonnage. Séverine, est-ce que tu peux nous en partager un troisième ? Peut-être, ce qui a beaucoup tourné aussi sur les réseaux, c'est l'utilisation frauduleuse des QR codes. Parce qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude dans tout type de situation, de contexte. On sort tous nos téléphones, on scanne au resto, partout. On sort nos téléphones, on scanne les QR codes. Mais sauf qu'en fait, on a un peu oublié le fait que derrière, ce QR code nous emmène vers un lien. Et ce lien n'est pas forcément bienveillant. Ça peut être un lien justement un peu malveillant qui veut récupérer des choses, des données personnelles. C'est surtout hyper dur de savoir à l'avance où est-ce qu'on va atterrir. Sur le QR code, c'est pas écrit, donc il faut vraiment entre guillemets l'ouvrir. Heureusement, il y a des outils où on peut essayer de les lancer dedans pour pas prendre de risques, mais les QR codes, oui, et en restaurant, finalement, bon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais évidemment, on peut le remplacer, n'importe qui peut le remplacer, ce QR code, où on en a besoin pour voir le menu et tout ça, voire même pour payer.
Et si la personne est mal intentionnée, globalement, je pense qu'on regardera même pas, en fait. Oui, carrément. Oui, et puis en fait, en vrai, un cybercriminel, il peut très bien se rendre dans un resto et échanger les QR codes sur les tables et personne n'y verra que du feu. Hein. C'est ça. Et du coup, on paye sur son site. Lui, potentiellement, il redirige une partie au resto pour personne s'en rend compte. Ouais, carrément. Oui, parce que maintenant, c'est vrai que sur les QR codes, tu peux payer. J'ai vu ça dans certains restos, tu peux direct... Enfin, pas sur les QR codes, on s'est compris, mais sur les sites internet, quoi. Et puis même dans le train, j'avais vu aussi où ils mettaient un QR code pour avoir plus d'informations sur les lignes, etc. Et j'ai vu quelqu'un qui avait collé un autocollant QR code, son QR code sur le QR code original de... C'était peut-être pour se faire de la pub, là, à ce moment-là. Il y en a qui font mon Instagram. Alors, regardons maintenant un peu plus près sur comment se prémunir de tout ça. On ne les a pas tous vus. Mais voilà, la prévention, ça semble être quand même un point clé pour se prémunir des cyberattaques. Quand je dis la prévention, c'est tout ce qui arrive en amont d'une attaque en entreprise, quoi. Wojtek, est-ce que tu peux nous partager 1 ou 2 outils qui sont à la portée des entreprises aujourd'hui pour se prémunir des cyberattaques ? Oui, alors il y a tout un tas d'équipements qu'il faut avoir en entreprise, que ce soit au niveau des équipements, on va dire, présents sur la machine ou périmétriques, historiques, en fait. On peut prendre des proxys, des antivirus. Ce qui est à la mode en ce moment et ce qui est vraiment incontournable en cyber, je pense, c'est les EDR, où maintenant c'est beaucoup trop pratique, on va dire, on a un agent. Oui, les EDR, pardon, c'est Endpoint Detection and Response. Du coup, c'est une sorte d'agent qu'on installe sur les machines et du coup qui permet d'avoir, pour l'analyste, du coup comme moi ou d'autres, de savoir en temps réel ce qui se passe dessus. On va avoir des informations, quels processus sont lancés, quelles connexions réseau sont effectuées, etc. Ça permet de donner de la visibilité. Alors, c'est pas de la prévention, mais au niveau prévention, du coup, ça serait plutôt essayer d'avoir des solutions peut-être anti-spam pour bloquer un peu tout un tas d'emails malveillants finalement qui viennent d'Internet, où je pense, c'est encore d'autres chiffres que je sors comme ça, mais je pense qu'il y a peut-être 80-90% de mails malveillants sur la plupart du temps. Voilà, les attaquants en envoient beaucoup d'un coup et donc ça voilà. Donc oui, ça pourrait être en fait toutes les solutions de sécurité à différents niveaux qui permettent de bloquer certaines de ces attaques automatiquement, les antivirus par exemple, historiquement. Ok. Et Séverine, tu connais aussi, toi, des outils... tu nous as parlé un petit peu là du mail. Finalement, ça, c'est aussi un outil. Le fait d'avoir ajouté cette petite feature en mode je peux, en gros, alerter, pas ma hiérarchie, mais ceux qui s'en occupent dans mon entreprise. Est-ce que tu en connais d'autres dont tu as été témoin durant tes stages ou autres ? Alors, pas des outils directement, mais niveau formation, sensibilisation. C'est vrai que j'ai remarqué que de plus en plus d'entreprises prennent au sérieux le sujet de la cybersécurité, donc ça c'est assez positif. Et justement, elles mettent en place des formations à l'ensemble de leurs collaborateurs, des formations de sensibilisation à la cyber en général ou au phishing par exemple. Et il y a certaines entreprises, dont celle où j'ai fait mon stage récemment, qui n'hésitent pas à lancer des campagnes de phishing en interne dans l'entreprise pour justement évaluer leurs collaborateurs, s'ils sont susceptibles de se faire piéger ou pas. Et les collaborateurs concernés sont tenus de soit resuivre une formation supplémentaire ou de recommencer une formation de sensibilisation cyber. Donc c'est des fausses campagnes de phishing. C'est ça, en interne. C'est pas vraiment exactement. C'est un piège, quoi. Oui, comme tu dis, c'est énorme. Et ceux qui se font piéger, ils refont une formation. Ça, c'est ouf. Mauvaise réponse. Tu vas devoir repartir en formation, trop drôle. Ok, génial. Et tu me parlais aussi, quand on avait, je me rappelle, de Bug Bounty. Ah oui, Bug Bounty, alors c'est le fait il y a certaines entreprises qui donnent la possibilité aux personnes qui travaillent dans la cyber, qui ont quelques connaissances, de tester leur système d'information sous différentes formes. Et si on trouve une faille, par exemple, on peut gagner un certain montant en fonction de la gravité de la faille. Si c'est une petite faille, on a un petit montant. Et si c'est une très très grosse faille, on peut avoir des sommes d'argent en récompense assez
Non, assez c'est important. des externes, c'est pas des internes à Oui, c'est l'entreprise, ça. ils appartiennent pas. C'est ça, ouais. Ok. C'est juste une autre façon de trouver des failles, en plus des audits qu'ils font. Ok. En fait, voilà, ils ouvrent un périmètre, une plateforme, un logiciel, et on invite toute la communauté cyber à essayer de trouver Ok. des vulnérabilités dedans, et de manière autorisée, parce que d'habitude, ces entreprises n'aiment pas trop qu'on essaie de les attaquer, même. Enfin voilà. Donc là, ils donnent l'autorisation à tout le monde, et même avec récompense à la clé, donc ça motive pas mal, effectivement. Ok. Donc tu peux être à ton compte finalement en tant que freelance Tout à fait. et tu peux faire que ça, quoi. Il y en a qui en vivent, et qui en vivent d'ailleurs très bien, mais c'est vraiment réservé à l'élite, je pense. Ah ouais, ok. Faut être très bon. Ouais, d'accord. Il faut Ok. être vraiment très bon, et il faut pas avoir peur de se lancer, parce que on est sans filet, on n'est plus salarié, on n'a Oui. pas d'argent à la fin du mois. Si on bosse pas bien, on a Ouais, bah oui, Voilà. carrément. Et puis si on résout pas Exactement, l'énigme, c'est ça. on Et gagne il y en a rien non peut-être, il y en plus. a peut-être pas. En fait, on est dans l'inconnu. Ça se trouve, le logiciel qu'on essaie de casser finalement est très sécure, et il n'y a pas de, Oui, oui. On peut ne pas y arriver. on peut ne pas y arriver. Alors en solution aussi, moi j'avais envie de partager avec vous une petite vidéo que j'ai vue. On va vous mettre un Mhm. extrait. On va vous passer un extrait. C'est Bogdan Bodnar, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un journaliste cyberguerre chez Numérama. Mhm. Et en fait, déjà j'adore ce genre de format de vidéo. C'est genre des formats de 5 minutes. C'est très straight to the point, quoi. Ça va à l'essentiel. Et ouais, ça dure 5 minutes, c'est ça que je voulais dire. Bref. Et donc il enquête pour retrouver ses identifiants sur le Darknet. Et il dit une phrase où je me suis dit, ok, d'accord. Il dit, si vous recevez des mails d'hameçonnage, c'est que votre email est probablement déjà sur le Darknet. Et donc, il retrouve les siens. Il montre un petit peu comment faire. Mais il retrouve les siens. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir qu'en fait, des fois, il y a des listes d'identifiants qui sont partagées entre membres du Darknet, mais de manière totalement gratuitement. Bien Donc, sûr. c'est même pas, ils le payent même pas, quoi. Exact. Et donc, un des tips qu'il donne, ouais, c'est ça, un conseil qu'il donne, c'est dit, en fait, changez votre mot de passe. Surtout, ne mettez pas le même à chaque fois. Je pense qu'on est encore beaucoup à le faire. Utilisez comment ça s'appelle, le truc de portefeuille, là, qui se fait beaucoup de plus en plus, où on peut gérer ses mots de passe Un avec... gestionnaire de mots de oui. passe. Ouais. Ouais, mais c'est pas, ça n'a pas un autre nom? Non, je croyais. Non, Non, ça. c'est gestionnaire de mots de passe. Ouais. Ok, très bien. Et ben... voilà, il conseille d'utiliser ça. Et qu'est-ce qu'il disait aussi? Je sais plus. Mais bref, allez voir cette vidéo, elle est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et aussi, D'en avoir un par site, probablement, justement, avec ces gestionnaires. de mots de passe, ouais. L'avantage, c'est qu'on n'en retient qu'un seul, et que tous les autres, on les génère aléatoirement, on les connaît vraiment pas, on les stocke dans ce gestionnaire, et dès qu'on en a besoin dans ce coffre-fort, finalement, on y accède, et on peut utiliser ces mots de passe. Et l'avantage, c'est vraiment, si un des sites se fait compromettre, et que l'attaquant a accès aux mots de passe, Ah, les autres... les autres, finalement, il les a pas. Oui, Et justement, parce qu'on a pris le soin d'avoir un mot de passe aléatoire sur chacun des sites sur lesquels on va, et donc il n'y a pas de possibilité de se propager sur d'autres de nos comptes. oui. Ça, c'est Mais vraiment alors, l'avantage sauf principal. que c'est très bien que tu dis ça, parce que du coup, je repense à un truc. Je me suis dit, Mhm. il faudra qu'on en parle au live. Parce que moi, j'ai revu, du coup, j'ai un gestionnaire Google, Oui. de gestionnaire de mot de passe Google. Et je suis allée voir dans mon compte, sur Chrome, je peux visualiser Oui, tous mes mots de alors ça, passe. c'est Donc en fait, un- si on a mon mot de passe Google, bah on a tous mes mots de passe. Oui, alors justement, bah tiens, je sais pas, Séverine, qu'est-ce que t'en penses peut-être de cette... Bah, c'est vrai que moi, j'ai pas de gestionnaire de mots de passe. Je sais pas, c'est pas très bien. Ok. Mais oui, c'est important de bien choisir son gestionnaire de mots de passe parce que c'est là où justement on stocke tous nos mots de passe, tous nos identifiants sur tous les sites. Donc c'est vrai que si un attaquant arrive à avoir accès Ouais, à c'est mort. ça, bah ouais, c'est compliqué. Et c'est déjà arrivé, hein. Bien sûr. C'est Ouais. déjà arrivé. Ça c'est vrai, ça c'est dans le cadre où tu stockes ton mot de passe finalement sur des serveurs sur internet. Et donc tu fais confiance finalement au fournisseur du gestionnaire de mot de passe, à ce qu'il applique la bonne sécurité, que les clés soient pas stockées, des choses comme ça. Donc oui, ça c'est un truc. Après tu as des moyens de le faire en local. Par exemple, si Oui. tu utilises KeePass, tu peux voilà, avoir ton coffre-fort en local. Il y a encore des moyens toujours d'attaquer plus ou moins, mais c'est déjà, je pense, une très bonne pratique. Je pense qu'il faut l'encourager. Là, pour le coup, je voulais réagir par rapport à ton gestionnaire de mot de passe sur Oui. Google. Ça, c'est peut-être le truc que je recommanderais le moins, parce que il y a beaucoup d'outils sur Internet qui
imaginons que tu te fais infecter par justement, tu cliques sur un mauvais lien et tout ça, l'attaquant prend le contrôle de ton PC, il va pouvoir aller récupérer tous les mots de passe qui sont du coup, comme tu as dit, en clair. Enfin, tu peux y accéder en fait, et il y a énormément d'outils qui permettraient de récupérer ça. En entreprise, on va essayer de... je dirais pas, peut-être pas jusque-là, mais ouais, peut-être pas d'interdire tout de suite aux gens de le faire, mais en tout cas fortement le déconseiller, mais potentiellement on aimerait l'interdire à tout le monde de ne pas pouvoir stocker dans Google Chrome par exemple ces mots de passe. C'est à mon avis justement une très mauvaise pratique. Donc je recommande de prendre il y en a plusieurs qui sont gratuits si on n'a pas envie de payer et tout ça, mais d'avoir un vrai gestionnaire de mots de passe dédié à ça et pas utiliser la fonctionnalité de Chrome par exemple. Ok. Et alors, en termes de certification, parce que du coup, j'ai appris, Servine, que tu avais des certifications et je trouve ça intéressant qu'on en parle un petit peu là, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, enfin en tout cas, c'est la majorité des personnes qui nous écoutent. Du coup, tu as lesquelles de certifs? J'en ai quelques-unes Microsoft et AWS. C'est les principales que j'ai. Après, j'en ai des petites, mais voilà. Bon, après, c'est des certifs quand même. Oui. Il faut bien commencer quelque part. Et en fait, les certifications en cybersécurité sont hyper chères. Et du coup... il y en a des gratuites ou pas? Justement, c'est potentiellement celle que tu as un peu mentionnée, je pense. Microsoft, ils les font quasiment toutes gratuites, je pense. Et il y a toujours moyen d'avoir des débouchés, des bons de réduction. Des bons de réduction gratuits. Voilà. Et les frais comment on dit, en finance peut-être? Oui, il y a un système justement faut candidater pour demander à passer telle certification. On a le droit de passer une certification par an. Et si malheureusement on la rate, je crois que l'année d'après, on n'a pas la possibilité d'en passer une autre. Ah, les frais maintenant? Oui. Ah, c'est cool. Donc c'est financé à une hauteur de... C'était pas comme ça à mon époque. Donc, Ouais, c'est depuis l'année dernière. Tu peux peut-être réclamer en tant qu'Alumni. C'est rétroactif. Oui, il y a une certaine somme évidemment à ne pas dépasser, mais une certif par an, on candidate, il y a plusieurs dates dans l'année pour candidater. Génial, trop bien. Donc, et du coup, c'est quoi? C'est au mérite ou c'est... Finalement, c'est pas une candidature? Non, c'est en fonction de ton projet professionnel, si c'est cohérent, si c'est pas une certification qui est dans ta formation, déjà initialement. Donc voilà. Après, on voit tes motivations, évidemment. Elles sont valorisées dans le monde du travail, les Vitech, les Franchement, certifs? Je pense que oui. Moi, je suis un grand fan de certifs. De certifs, j'en ai pas mal dans plusieurs. T'en as combien? Dis-nous un nombre. Dis-nous un chiffre. Je crois que j'en ai une dizaine maintenant. Ah oui, pas mal. C'est pas mal, oui. J'ai passé beaucoup de temps à les faire. Et en fait, moi, c'est une carotte que j'aime bien pour me forcer à apprendre des nouvelles choses. Sinon, on va lire des trucs à droite à gauche, mais on va pas vraiment savoir si on maîtrise. Oui. Donc là, le fait qu'il y ait un examen, on est sûr de... c'est pour ça que j'aime beaucoup. Après, je sais qu'en France, il y a la moitié des recruteurs vont pas aimer. Enfin, peut-être parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes ou je sais pas pour quelle raison. On va dire que c'est pas nécessaire en France. Mais déjà, dans d'autres pays, c'est un prérequis sans lequel on va même pas à l'entretien. Donc ça, aux États-Unis, typiquement, si on n'a pas le CISSP, globalement, c'est une certification. Ok. Oui, puis en plus, certaines certifs qu'on passe sont reconnues internationalement. C'est ça, ouais. Globalement, elles sont, pour la plupart, celles qui sont reconnues, sont faites par des organismes américains ou des choses comme ça. Voilà, moi je pense que globalement ça permet c'est utile dans plusieurs cas. Dans le cas où on est en cyber, imaginons comme Séverine, donc on a un diplôme de cyber, donc déjà pour trouver un premier emploi, l'employeur sait qu'on a fait de la cyber, donc il a déjà une bonne idée de ce qu'on a fait, etc. Mais ça peut être très utile, imaginons, si on veut se reconvertir en cyber. Ça marche. C'est assez à la mode en ce moment. Et là, on va pouvoir justifier à l'employeur d'un certain niveau de connaissance. Carrément. Ça donne une bonne base et de la confiance. En fait. Et donc, on a réussi à avoir tel niveau, etc. Ouais, ok. Du coup, vous conseillez lesquels pour les étudiants pour commencer, la plus complète que je connais, qui est assez bien pour les débutants, c'est la Contia Security Plus.
parce qu'elle couvre en fait un large spectre dans la cyber, que ce soit la gestion des identités, il y a tout ce qui est réglementation, gouvernance, sécurité dans le cloud, réponse aux incidents aussi. Donc vraiment, c'est une connaissance, ça offre des connaissances très très larges en cyber. Donc c'est vrai que celle-là, elle est très complète et elle est vraiment très belle sur un CV. Et toi, Wojtek, tu conseilles laquelle? Ce que vient de dire Séverine, moi je suis d'accord. Justement, ça permet de justifier d'un niveau de culture générale dans à peu près tous les domaines de la cyber. Donc ça permet de rassurer du coup. Le seul inconvénient, quand tu passeras l'examen, tu verras, c'est un QCM. L'inconvénient de tout ce qui est QCM et de ce genre de certification, c'est qu'on va dire on peut bachoter et l'avoir au bout d'un moment. Et du coup, il y en a d'autres qui sont un peu plus sur des compétences pratiques. Et ça aussi, je pense que je les recommanderais d'aller vers celle-là parce que finalement, moi, je pense que c'est comme ça qu'on apprend le plus en pratiquant et tout ça. Et donc, t'en as certaines où il faut résoudre des challenges, on va dire, pendant 24 heures. Et à la fin, si tu arrives à faire un rapport et à, par exemple, casser, du coup, compromettre un certain nombre de machines. Amusant. C'est même c'est sympa même potentiellement amusant, ouais, c'est ça. Exactement. C'est beaucoup plus pratique, en fait. C'est beaucoup que théorique. C'est 100% pratique, en fait, finalement. Et donc, c'est pas les mêmes compétences. Et ça, pour le coup, je pense que c'est encore plus valorisé. Et pour le coup, donc, pour la culture G, je dirais Security Plus, c'est très bien comme première en sortie d'école et tout ça. C'est vraiment le top. Je l'ai aussi. Et sinon, ça pourrait être, elle s'appelle Blue Team Level 1. Si on veut aller faire de l'analyse SOC, avoir un premier emploi en tant qu'analyste SOC, je pense qu'elle est vraiment très bien. Elle est pas chère aussi. C'est important au départ de ne pas trouver les plus chers. Il y en a d'autres qui sont aussi très reconnus, qui sont beaucoup plus chers. Si on veut aller sur un métier de pentester, peut-être, il y en a encore d'autres, les plus connus, OSCP ou peut-être même CRTP. Donc voilà, c'est des noms, il faut regarder sur Google. Et d'un côté, on va apprendre soit la défense, soit l'attaque pour plutôt l'OSCP. Voilà, il y a des sous-domaines en fait en fonction de ce qu'on veut valoriser et dans quel domaine on veut aller. Est-ce qu'on veut faire du forensic, donc c'est-à-dire finalement c'est comme en médecine, on va faire l'autopsie de la machine après une attaque, ou est-ce qu'on va essayer de compromettre des machines pour prouver que c'est possible? On va se mettre dans la peau d'un attaquant et essayer de prouver que c'était possible. Donc il y a vraiment pas mal de domaines, je ne vais pas tous cités, mais les principaux, on va dire, c'était ceux-là. Ok, donc ça c'est ce que vous conseillez en termes de certif. Avant de passer à l'Instat Gaming pour vous faire gagner des lots, on va répondre à une question. On vous demande aussi du coup quelques conseils pour quel gestionnaire de mot de passe vous nous conseillez. Je vous laisse deux secondes pour réfléchir. Il y a eu aussi un commentaire de Michel Gazelle qui nous disait il y a le site Have I Been Pwned, je vois pas. Pwned. Have I Been Pwned. Pwned, ok. Qui permet de vérifier si nos données personnelles, du coup je suppose, ont été compromises à la suite de violations de données. Je connais pas. C'est intéressant ça. Du coup ça permet de faire un check de... C'est ça, en fait, on peut même s'abonner et dès que notre compte est compromis finalement, parce que c'est le login, ça va être notre email sur la plupart des services, sur Netflix typiquement. Dès qu'il y a une fuite de données sur le darknet comprenant notre email et potentiellement le mot de passe ou au moins son condensat, sa forme on va dire pas chiffrée mais voilà, bref, pour pas rentrer trop dans les détails, dès que ça sera présent sur le darknet, on va recevoir automatiquement un email d'alerte pour nous prévenir que potentiellement nos données ont fuité pour ce site-là. Et donc c'est vraiment très pratique. Moi j'en ai reçu une d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai, génial. Vraiment sur Deezer. Donc c'est un compte dont je me sers plus depuis longtemps. J'avais dû mettre un mot de passe très faible à l'époque. Et aujourd'hui j'ai eu un email. Et d'ailleurs c'est sympa parce que on va dire que il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées par les éditeurs, par les fournisseurs de services, où maintenant dès qu'une nouvelle adresse IP se connecte pour le compte, on va recevoir un email parce que c'est suspect. Et moi, il y a eu une connexion depuis l'Italie, typiquement, sur mon compte aujourd'hui. Et tu n'étais pas en Italie? Et non, j'étais pas en Italie. J'utilisais pas Deezer. J'avais oublié que j'avais Deezer. Donc direct, premier réflexe, je me reconnecte. Heureusement, il n'a pas eu le temps de changer le mot de passe ou l'email.
Bon, pour le coup, moi j'ai été radical, j'ai carrément supprimé le compte parce que je m'en souvenais. Enfin, je m'en sers plus. Oui. Mais ouais, ça peut vraiment arriver. Ok, bah intéressant, je le ferai, Et justement, je le ferai demain. ouais, c'est ça. Et donc le gestionnaire de mots de passe que vous conseillez? Je dirais peut-être KeePass si on n'a vraiment pas confiance dans les fournisseurs de ce service-là, où on peut l'avoir une base en local. C'est un peu peut-être le gestionnaire de mot de passe Le un mieux peu historique, voilà, en qualité. qui est pas mal, ouais, qui est du coup open source. Gratuit. Ça a été gratuit, vérifié par énormément de gens de la communauté. KeePass, t'as dit, c'est ça? KeePass, ouais. Ok. KeePass. Et sinon, ça pourrait être Bitwarden aussi, j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure. Mais là, pour le coup, on fait un peu confiance aux fournisseurs de cette solution parce qu'on va stocker notre coffre-fort dans le cloud, finalement. Et avec des avantages et des inconvénients que ça. Ouais. T'as entendu, Séverine, du coup? Toi qui n'utilises pas de gestionnaire, tu peux prendre des conseils aussi. Ça, ouais. Bien sûr. Non, mais moi, je vais Je m'en changer, du coup. occuperai demain. Alors, on a une autre question, et après, on passe à la partie gaming. Est-ce que l'assertif CEH est valorisé? Ça vous parle? Oui, tout à fait. D'ailleurs, à l'EFRA, il y a possibilité de la passer. Oui. Quand on est en parcours cyber, on nous propose de passer la CEH. Alors, l'année dernière, c'était en M2. Et là, cette année, du coup, c'est passé en M1. Parce que je pense qu'ils ont touché un peu les programmes. Parce que pour eux, je pense que c'était plus intéressant de la passer en M1. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et que toi, du coup, ça. Ça n'est pas... Ouais, pour le premier stage en entreprise en M1, c'est vrai que si on a la CEH, par exemple, c'est vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi ils en sont très très friands aux États-Unis, mais en tout cas, c'est à peu près la même chose que la Security Plus. Ça va vraiment prouver à l'employeur qu'on a un bon niveau de culture générale sur tous les domaines. Ça va toucher vraiment à tous les domaines. Elle est théorique. Je crois aussi c'est un QCM. Je l'ai pas passé, mais c'est bien. Ouais. C'est bien dans tous les cas, en vrai, d'avoir des certifs. Ça montre un certain niveau minimum de une connaissances. application, ouais, carrément. Ok.